Vous êtes économiste, vous dirigez le laboratoire d'économie des ressources naturelles à l'Université de Toulouse 1, vous êtes membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et vous allez donner dans quelques heures votre leçon inaugurale au Collège de France qui va s'intituler Entre fin du mois et fin du monde, économie de nos responsabilités envers l'humanité. Et j'aimerais que vous commenciez à nous expliquer comment un économiste comme vous, avec un cursus qui est le cursus d'un économiste, d'ailleurs je vois, vous avez un costume, une cravate, et puis vous avez de grosses lunettes vertes, et c'est peut-être une manière de résumer finalement vos centres d'intérêt, à la fois en économie et en écologie. Comment un économiste en vient-il à s'intéresser à l'écologie ? Merci pour la question, elle est importante. D'abord, juste un petit point, la leçon inaugurale est ouverte à tous et elle démarre à 18h au Collège de France, avec invitation pour tout le monde. Oui, alors effectivement, bon, moi j'ai 60 ans, donc j'ai été élevé à la science économique des années 70 et 80, une époque où cette science s'enfermait un petit peu dans un jargon et dans une méthodologie extrêmement mathématisée. Et puis j'ai eu la chance de me faire recruter à l'Université de Toulouse par une faculté de sciences économiques qui était en plein boom à l'époque parce que nous avions beaucoup de contacts avec le monde réel, en particulier des entreprises qui venaient voir mes collègues plus seniors de Toulouse pour apporter un certain nombre de questionnements. Par exemple, nous avions des partenariats avec Électricité de France ou France Télécom à une époque où les marchés, ces marchés de l'énergie, des télécommunications devenaient dérégulés par des règles européennes et ils ne savaient pas trop comment gérer cette dérégulation. Donc on avait à l'époque, et encore aujourd'hui, énormément de contacts avec les entreprises. Et ces entreprises, de 1990, sont venues nous voir pour nous dire, au fond, en particulier Électricité de France, mais aussi d'autres entreprises du secteur de l'énergie. En fait, vous le savez, en France, on utilise beaucoup la technologie nucléaire pour produire de l'électricité. Et un élément problématique du nucléaire, c'est les déchets nucléaires et les déchets nucléaires d'activité haute et de longue vie. Et donc, ces déchets, si on ne les gère pas convenablement, vont rester pendant des millions d'années. Et moi, à l'époque, j'étais un spécialiste de théorie de la décision en incertitude, et donc je me posais des questions assez traditionnelles de choix de portefeuille, d'épargne en incertitude, et je ne m'intéressais pas du tout à un problème d'écologie, et donc ils sont venus nous voir, mais en fait j'ai réalisé combien leur question de gestion des déchets était une question qui était liée à mes problématiques d'épargne, et en particulier d'épargne de précaution. En fait, je pouvais réinterpréter ce que je faisais de façon très théorique, comme des outils que j'avais développés me permettaient d'analyser de façon assez originale les problématiques au fond, que faut-il faire pour les générations futures quand les générations futures sont dans un monde aujourd'hui qui est très incertain. On ne sait pas quel sera le destin de l'humanité dans un siècle, dans 2 siècles. Et donc se pose la question de savoir que devrions-nous faire pour aider les générations futures à gérer convenablement ces risques et ces incertitudes. Le problème des déchets nucléaires en est un. Et puis très rapidement, je suis tombé dans la marmite du changement climatique. Et comme vous l'avez dit, j'ai intégré le GIEC pour réfléchir au fond, comment gérer dans l'intérêt mutuel des générations présentes et des générations futures, comment gérer ce problème climatique, à quelle vitesse faut-il décarboner nos économies. Toutes ces questions sont des questions où le risque et l'incertitude constituent un ingrédient absolument crucial. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait se dire, au fond, on a peut-être un petit peu de temps pour le changement climatique. On va peut-être, attendons, et l'administration Biden fait ça aujourd'hui, attendons de développer les technologies qui nous permettront de décarboner l'économie à faible coût, plutôt qu'elle est très forte aujourd'hui et ça va nous coûter très cher. Et la fin du mois est une préoccupation qui, comme vous le savez, préoccupe pas mal de gens. Mais alors, Christian Gaulier, vous qui allez prononcer votre leçon inaugurale au Collège de France aujourd'hui, est-ce que le fait qu'un économiste s'intéresse à l'écologie, c'est par exemple une question de hiérarchie des risques ? Parce que ce matin encore, par exemple, je recevais un mail d'un auditeur qui m'alertait sur les risques, selon lui, du nucléaire. Or, il y a donc, par exemple, les risques qui sont liés au nucléaire comme à toute autre activité industrielle, mais avec des risques différents, puisque là, il s'agit de nucléaire, tandis qu'on a d'autres risques, comme par exemple le risque du réchauffement climatique. Est-ce que l'un des pans de votre réflexion consiste justement à essayer d'organiser ces risques-là ?
Exactement. Donc, ce que je propose dans un débat très compliqué, dans un débat démocratique qu'il faut absolument avoir sur comment d'ici 30 ans arriver à l'objectif de zéro émission nette, il faudrait tenter de le faire au moindre coût, au moindre sacrifice pour le pouvoir d'achat des citoyens français et européens. Et donc, il faut nécessairement, à un moment ou à un autre, intégrer dans le débat les coûts et les bénéfices de chacune des actions. Alors, développer le nucléaire a des coûts et des bénéfices, mais développer les renouvelables ont aussi des coûts et des bénéfices. Je prends l'exemple de l'éolien. L'éolien qui va, j'espère, être assez débattu dans la campagne électorale, et ça apparaît bien parti. L'éolien qui est rejeté par beaucoup de gens aujourd'hui en France parce que ça abîme le paysage. Eh bien, ce que je propose, c'est d'intégrer dans l'évaluation du kilowattheure éolien, le coût pour la société de devoir abîmer son paysage. Et on peut d'ailleurs le faire. Les économistes ont développé depuis une cinquantaine d'années un certain nombre d'outils qui permettent d'appréhender, de mesurer l'impact sur le bien-être d'une modification de votre environnement. On peut regarder par exemple comment la valeur de marché des habitations dans l'environnement d'une éolienne est modifiée par cette éolienne. Et on constate, je lisais encore une étude il y a quelques mois pour la Grande-Bretagne, qu'une éolienne à 1 km de chez vous, ça réduit la valeur de maison de 5%. D'accord ? Eh bien, je propose que nous intégrions dans le débat le fait que l'éolien est effectivement une source d'énergie décarbonée, mais qu'elle a un impact négatif sur le bien-être des gens à travers ce paysage. Et l'intégration de cet impact négatif nous permet de comparer les mérites relatifs du kilowattheure éolien avec le kilowattheure solaire, avec le kilowattheure nucléaire, etc., etc. Donc je propose de rationaliser le débat, de ne pas rester aux invectives en disant « je ne veux pas d'éoliennes dans mon jardin » ou « je ne veux pas de déchets nucléaires pour les générations futures. » Mais alors, si quelqu'un vous rétorquait, Christian Gaulier, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas achetables, un paysage par exemple, on peut vous dire que ça n'a pas de prix. Alors non, le paysage a un prix et les gens sont prêts à payer pour ne pas avoir d'éoliennes dans leur paysage. Regardez, j'ai le choix entre deux maisons, elles sont en tout point identiques, sauf que l'une se trouve à proximité d'une éolienne et l'autre pas. Eh bien, les gens sont prêts à payer 5% de plus pour aller acheter une maison qui ne se trouve pas à proximité d'une éolienne. Donc, les choses sont mesurables. Et ça mesure l'impact d'une éolienne sur votre bien-être, ce que vous êtes prêt à payer pour ne pas l'avoir. Mais alors, vous dites que vous espérez, par exemple, que l'éolien sera dans le débat, et ça a déjà commencé, il y a déjà eu beaucoup de polémiques au sujet de l'éolien, parce que vous pensez qu'on va réussir, en quantifiant les choses, à trancher une fois pour toutes cette question ? Ce que je propose, c'est que de rationaliser le débat démocratique sur ces questions en émettant dans la corbeille des éléments quantifiés d'impact positif et négatif de ces différentes technologies sur le bien-être des générations présentes et du bien-être des générations futures. Je vous rappelle que l'éolien n'est pas une source d'énergie carbonée et donc elle a un bénéfice pour les générations futures. Et un des sujets difficiles est de savoir comment quantifier ce bénéfice pour les générations futures. Et les économistes vous proposent d'utiliser un prix du carbone, une valeur du carbone pour quantifier le bénéfice de nos efforts envers les générations futures. En observant les différents thèmes sur lesquels vous avez travaillé, Christian Gaulier, je me suis rendu compte que vous aviez travaillé notamment sur le principe de précaution. Alors, là aussi, cela fait partie des choses que l'on peut évoquer au sujet à la fois de l'écologie, des différentes activités qui peuvent nous permettre de combattre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le principe de précaution dans ce cas-là ? Est-ce que vous faites partie des gens qui considèrent qu'on le convoque de trop, ou bien pensez-vous qu'il s'agit d'un bon principe ? Alors effectivement, il y a des contextes où on peut quantifier les risques auxquels on est confronté. Est-ce que, par exemple, quand vous achetez un portefeuille d'actions par rapport à un portefeuille d'obligations, on peut quantifier assez facilement parce qu'on a des observations longues sur le risque de rendement, sur le rendement d'un portefeuille actions. Donc on peut faire ça, on peut quantifier et on peut rationaliser tout ça. Que se passe-t-il lorsque on est confronté à des incertitudes qui ne sont pas quantifiables ? Et c'est vrai que quand je raisonne sur les déchets nucléaires ou quand on raisonne sur le changement climatique qui va affecter les générations futures
dans 5 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, il faut constater effectivement que c'est difficile de mettre une probabilité sur, par exemple, le scénario d'un retour à l'âge de la pierre de l'humanité. Et ça nous oblige à passer au-delà de la problématique de quantification et de reconnaître que on est dans un monde où dans certaines dimensions, les probabilités ne sont pas quantifiables et se pose la question de savoir, dans ce cas-là, de comment rationaliser nos préférences, nos choix individuels et collectifs dans cette situation-là. Toujours dans le vocabulaire des économistes, il y a un terme un peu compliqué, c'est le terme d'externalité, c'est important. Oui, alors c'est un sujet assez compliqué, effectivement. Je vais prendre 2 exemples. La vaccination. Quand vous vous vaccinez, vous réduisez votre propre risque de tomber malade, mais vous réduisez aussi le risque d'être vecteur de la maladie et de transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. C'est une externalité positive. En vous vaccinant, vous créez une externalité positive que vous n'êtes pas nécessairement incité à intégrer dans votre décision de vous vacciner. C'est bien une partie du problème des antivax, c'est qu'ils n'intègrent pas nécessairement le bénéfice. Peut-être qu'ils intègrent le bénéfice pour eux, mais intègrent-ils le bénéfice pour les autres de se vacciner? L'autre exemple... Il vous rétorquerait qu'il y a des externalités négatives à la vaccination. Les effets secondaires. Non, c'est pas une externalité. Une externalité, c'est quelque chose qui affecte autrui et que vous n'êtes pas incité à intégrer dans votre analyse. Je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement présent ou visible immédiatement. Alors, pour les économistes, une externalité, c'est cela. C'est quelque chose... Le changement climatique, c'est une externalité négative dans le sens où, quand vous émettez du CO2, vous n'intégrez pas dans votre décision d'émettre du CO2, par exemple, en prenant votre voiture plutôt que les transports en commun, vous n'intégrez pas le fait qu'en émettant du CO2, en prenant votre voiture, eh bien, vous allez enclencher un changement climatique qui va affecter négativement les générations futures. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, votre travail d'économiste consiste, par exemple, à poser toutes les externalités d'une action. Exactement. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'une éolienne, quand on construit une éolienne au fond de son jardin, on crée une externalité positive en n'émettant pas le CO2 qu'on aurait émis si on avait gardé notre chaudière au fioul, et on crée une externalité négative qui est celle de j'abîme le paysage de mon voisin. Mais alors, pour reprendre le cas du nucléaire qui là est véritablement dans la campagne présidentielle, Christian Gaulier, pour mesurer les externalités, il faut être capable de mesurer un certain nombre de risques liés, par exemple, vous les évoquiez tout à l'heure, aux déchets nucléaires. Comment faire en sorte de retenir les bonnes hypothèses, de ne pas se laisser abuser, par exemple, par l'industrie nucléaire qui, on le sait, a tout intérêt à faire passer cette activité pour une activité sûre ou en tout cas clairement encadrée? Alors, il faut travailler, il faut faire un travail d'évaluation, et en France, on a la chance d'avoir une culture de l'évaluation dans les services publics, dans un certain nombre d'entreprises. EDF, que vous ne citiez pas à l'instant, est une entreprise qui a beaucoup d'économistes qui travaillent tous les jours sur mesurer ces externalités. Je vais prendre effectivement l'exemple des déchets nucléaires. Nous avons aujourd'hui en France un projet qui s'appelle CIGEO, d'enfouissement de longue durée des déchets nucléaires sur le site de Bure. Ce site a un coût prévu de construction de 25 milliards d'euros. Ça paraît énorme. Néanmoins, quand vous rapportez ces 25 milliards aux milliards de kilowattheures qui ont été produits avec la source nucléaire dont on a traité les déchets, ça ne représente que 0,1 centime le kilowattheure, quand le coût complet du kilowattheure électrique nucléaire est de 5 centimes. Donc vous voyez que la problématique des déchets est une problématique importante, mais quand elle est rapportée rationnellement avec des coûts estimés par les ingénieurs, par les économistes et des économistes académiques, et pas de membres d'EDF, donc en toute indépendance, vous voyez que quand même, en rationalisant ces chiffres, on remet les choses, l'église au milieu du village, et on constate que le problème des déchets nucléaires est assez secondaire finalement. Le problème peut-être plus difficile au niveau démocratique, parce qu'on est dans une problématique de principe de précaution, c'est le problème du risque d'accident nucléaire. Et il était dans l'esprit de beaucoup de gens. Comment intégrer dans le coût du kilowattheure nucléaire le coût du risque d'accident nucléaire? C'est un problème difficile parce qu'on ne connaît pas bien la probabilité d'avoir un accident nucléaire en France. Alors ça, on va y revenir, mais alors Bure, il y a par exemple des opposants.
Oui, bien sûr, parce que d'abord, à nouveau, not in my backyard, hein, pas au fond de mon jardin. Je préfère que ces déchets nucléaires soient traités, moi, Toulousain, dans le nord de la France, plutôt qu'en Gascogne. Donc ça, évidemment, c'est normal. Et peut-être qu'il y a un problématique de compensation, d'ailleurs, de ces populations locales. J'ai eu l'impression quand même, quand on regarde les chiffres, que la manne économique pour les Ardennes ne sera pas négligeable. Mais enfin, peut-être pas encore assez. Parce que quand on regarde par ailleurs les risques liés à ces déchets, une fois qu'ils seront enfouis à 500 mètres de profondeur, ces risques sont quand même extrêmement limités et l'impact sur l'environnement dans les Ardennes sera très très faible. Une fois, alors pas pendant les travaux. Pendant les travaux, clairement, il y aura des camions dans tous les sens, ça va être un peu compliqué. Mais sur le long terme, ce site va retourner à l'état naturel et les générations futures n'auront plus rien à faire associé à ça. Mais alors, justement, est-ce que le risque de votre démarche, Christian Gaulier, n'est pas de considérer que le nucléaire est l'hypothèse la plus raisonnable parce que, pour les raisons que vous venez d'évoquer, c'est aujourd'hui l'une des solutions qui est sur la table par rapport au réchauffement climatique? Alors, le rapport RTE qui a été publié au mois d'octobre nous montre bien qu'il faut tout faire en même temps. C'est-à-dire que le challenge de la décarbonation d'ici 30 ans est tellement sévère qu'il faut simultanément développer l'énergie renouvelable et poursuivre un programme nucléaire. Et ça paraît clairement dans les chiffres. Et rappelez-nous bien, hein, pour atteindre la décarbonation complète, il va falloir électrifier le secteur du transport, il va falloir électrifier le secteur du résidentiel. Et donc, la demande électrique va monter. Et donc, il faut nécessairement augmenter la capacité de production. Cette capacité de production électrique, elle doit combiner le renouvelable et le nucléaire. Christian Gaulier, vous êtes économiste, vous allez faire votre entrée au Collège de France aujourd'hui même à 18h. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous avez encore du temps pour préparer votre leçon puisque pour l'instant, il est 8h sur France Culture. Et nous avions le billet politique il y a quelques instants qui évoquait la présidentielle. Justement, l'économiste que vous êtes et l'économiste intéressé par des thématiques écologiques, comment observe-t-il cette campagne présidentielle ? Mais vous savez, les économistes d'environnement voudraient bien que les politiques révèlent les vrais coûts de la transition énergétique. En fait, le bon discours pour le problème du changement climatique devrait être du sang, de la sueur et des larmes. Mais parce que ça va coûter de l'argent, beaucoup d'argent. Il va falloir faire des sacrifices, ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat, ça va augmenter le coût de l'électricité, ça va faire monter la facture d'énergie des ménages. Et ça, évidemment, c'est très poil à gratter pour la campagne, donc personne n'ose le dire. Je pense que Sandrine Rousseau, par exemple, était très favorable à l'idée d'un prix du carbone croissant dans le temps. Je n'entends plus de candidat d'Europe Écologie parler de ça. Moi, je constate que Emmanuel Macron a maintenu le cap d'un prix du carbone malgré le mouvement des Gilets jaunes. Il a gelé le prix du carbone, mais il n'a pas supprimé la taxe carbone, ce qui était assez courageux. Et je pense qu'avec ce qui nous est proposé aujourd'hui comme pacte vert européen, sous la présidence européenne d'Emmanuel Macron dans les 6 prochains mois, le prix du carbone va réapparaître naturellement dans les 27 capitales de l'Union, en particulier à Paris. Bon, peut-être que ça veut dire aussi que les politiques, à la différence des économistes, puisque vous êtes économiste, Christian Gaulier, eh bien, ils ne font pas de la politique au futur. Alors non, oui, effectivement, les économistes essayent de rationaliser le discours politique, en tout cas apporter des arguments favorables ou défavorables à différentes solutions, stratégies pour atteindre l'ambition. Hein. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en Europe, on a une ambition affichée qui est unique au monde. Hein. Réduire de 55% nos émissions d'ici 2030, c'est extrêmement ambitieux. Nous sommes la seule région du monde à avoir réduit nos émissions de CO2 depuis 30 ans. Et ça, il faut quand même le saluer. Mais alors, justement, par rapport à cela, si on essaye de faire des calculs et d'actualiser les flux ou les contraintes qui doivent se poser à nous, qui devraient se poser à nous, puisque ce que vous expliquez, c'est que finalement, les politiques n'osent pas nous donner les vrais coûts de la transition énergétique. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce qu'il faudrait dire, Christian Gaulier ? Alors, vous ne le dites pas à l'antenne, mais il se passe des choses assez extraordinaires ces jours-ci en Europe. Sur le marché de permis d'émission, le prix
du carbone a passé la barre des 80 euros. Il était inférieur à 30 euros au début de l'année. Donc on a une transformation radicale qui fait qu'à ce prix-là du carbone, le charbon n'est plus compétitif par rapport au gaz naturel et aux autres sources d'énergie, notamment le nucléaire et les énergies renouvelables. Donc ça va avoir des conséquences très radicales. Rappelez-vous que la Pologne, 90% de son mix électrique est charbonné. L'Allemagne est encore à 45%. Donc ils vont adorer. Donc, si vous voulez, nous, on est assez protégés de ce prix du carbone parce qu'on a déjà une électricité décarbonée. Mais ces autres pays-là, ils vont voir monter la facture de la production de leur électricité. Donc il est plus que probable qu'ils ne l'accepteront pas, Christian Gaulier. Alors, le mécanisme est en place. Je ne vois pas comment il ne pourra pas l'accepter. On a mis en place depuis 2005 un mécanisme de tarification du carbone qui nous permet d'atteindre avec certitude l'objectif de réduction des émissions de CO2. Je ne vois pas comment la Pologne ou l'Allemagne pourraient s'opposer à ce qui se passe sur le marché. Ils n'en ont pas la possibilité. Mais alors, est-ce que là aussi, ça ne va pas inciter à adopter le nucléaire, puisque finalement, la seule énergie aujourd'hui qui soit compatible avec toutes les contraintes que vous évoquez, c'est l'énergie nucléaire? Alors, pas totalement. Alors, effectivement, il y a un problème avec les énergies renouvelables, dont le coût a massivement baissé depuis 10 ans. C'est le problème que qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de vent? On ne sait pas où encore aujourd'hui stocker de façon massive l'électricité quand son prix est faible pour le relarguer sur le réseau quand le prix est très élevé parce qu'on n'a pas de vent et on n'a pas de soleil. Mais il n'est pas impossible qu'avec l'hydrogène, avec le développement des batteries, où les coûts aussi baissé, que dans quelques années, on puisse élargir la part des énergies renouvelables dans le mix électrique tout en réduisant la part pilotable de cette électricité. C'est vrai que si on ne parvient pas à lever ce verrou du stockage de l'électricité, on va être obligé de maintenir une capacité de production électrique carbonée ou nucléaire pour être capable de produire cette électricité, je me répète, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil. Donc il y a là des incertitudes, à nouveau, je reviens sur l'incertitude, il y a là de très grosses incertitudes technologiques qui nous obligent aujourd'hui à garder un portefeuille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut développer les renouvelables et il faut continuer le nucléaire simultanément. Peut-être qu'un jour, le jour où on découvrira la façon peu chère de stocker l'électricité, on n'aura plus besoin d'électricité pilotable et donc on pourra se quitter le nucléaire. Mais aujourd'hui, c'est absolument pas possible. Bon, aujourd'hui, c'est de la politique fiction. Alors, dès lors, je vais vous ramener vers la question de l'incertitude, Christian Gaulier, et des choses difficilement quantifiables. Fukushima est une catastrophe dont finalement les conséquences peuvent être discutables, mais ce dont on ne discute plus, je crois, c'est le fait que le tsunami a causé infiniment plus de dégâts que la catastrophe nucléaire en tant que telle. Oui, de morts. Oui. Donc, on n'a pas aujourd'hui véritablement de perception juste de cette catastrophe, puisque ce qui fait peur aux kidam, aux néophytes, c'est évidemment la catastrophe nucléaire et non pas le tsunami. Néanmoins, on sait que s'il y a une catastrophe nucléaire, les répercussions peuvent être importantes, y compris des répercussions non quantifiables, comme par exemple le fait qu'une partie du territoire autour de la centrale ne pourrait plus être habitée. Bref, c'est très difficile de fixer un coût ou un risque à cela. Comment vous le faites, vous, en tant qu'économiste ? Alors là, vous me posez la question difficile, effectivement. S'il y a une chose que dans la problématique du futur mix électrique français et européen, il est difficile de quantifier, c'est effectivement cette probabilité d'avoir un accident nucléaire sur le sol européen ou sur le sol français et les conséquences environnementales et sanitaires qu'un tel accident pourrait avoir. Dans le monde des ingénieurs, on cite la probabilité d'une chance sur 1 million et d'un accident nucléaire par centrale et par an. Et que c'est la nouvelle technologie EPR a permis de réduire encore cette probabilité. Maintenant, les économistes se sont peu emparés du sujet et je pense que la solution, c'est à nouveau se mettre autour de la table, essayer de quantifier tout ce qui peut être quantifiable, rediscuter entre le monde de politique, le monde des ONG et le monde des économistes et des évaluateurs de
de quel est le vrai risque nucléaire et intégrer le coût de ce risque dans le coût du kilowattheure nucléaire pour les comparer ensuite aux autres technologies électriques. Alors, est-ce que ça ne serait pas plus simple d'obliger les gens à être sobres? J'entends qu'il y a un coût politique qui va être compliqué à quantifier, Exactement. mais d'obliger les gens à être sobres, quitte à transférer une partie des aides vers les ménages les plus pauvres, si par exemple il y avait une augmentation drastique du litre d'essence. Est-ce que ça, vous l'avez chiffré, Christian Gaulier? Donc ça, c'est l'éléphant dans la pièce, hein. Effectivement, une des méthodes les plus simples, mais pas les moins coûteuses, de réduire nos émissions, c'est la sobriété, c'est d'accepter de ne plus partir en vacances à des distances impossibles, de réduire sa consommation de viande, de réduire le thermostat en hiver, etc. etc. Ça a néanmoins un coût. Si les gens préfèrent vivre dans un environnement à 20 degrés, les obliger à vivre à 18 degrés, ben, ça a un impact sur le bien-être que l'on peut aussi mesurer. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ceci étant dit, la tarification du carbone, le prix du carbone dont je vous parlais tout à l'heure, incite à la sobriété. Si demain, je dois payer 50 centimes de plus mon litre d'essence, ben, ça va m'inciter à être plus sobre dans mes déplacements, à utiliser plus les transports en commun. Même chose pour le fioul domestique ou le gaz pour me chauffer. Mais alors, justement, est-ce que ces calculs, ils sont faits, est-ce qu'ils peuvent être faits, ou bien de toute façon, est-ce que le principal problème est politique dans ce contexte-là, Christian Gaulier? Et si vous voulez, quand la beauté d'une tarification du carbone, c'est qu'on laisse les gens décider. C'est-à-dire, on vous met face à vos responsabilités. Si vous voulez polluer, vous devrez en payer les conséquences, comme si vous en étiez les victimes vous-même. Hein. Si le prix du carbone est égal au dommage engendré par ce carbone, on va aligner la myriade des intérêts privés avec l'intérêt collectif et on va laisser les gens faire leur analyse co-bénéfice, mais dans le sens de l'intérêt général. Et bon, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure à ma leçon inaugurale, quand on a à choisir entre des tomates françaises qui sont un peu plus chères et des tomates espagnoles qui sont un peu moins chères parce que là-bas ça pousse comme des mauvaises herbes, mais ces tomates espagnoles ont engendré du CO2 parce qu'elles ont été transportées par camion, eh bien si le transporteur a payé le prix du carbone, ça va faire monter le prix de la tomate espagnole et ça va forcer les ménages français à intégrer ce coût du CO2 émis par les Espagnols si vous décidez d'acheter des tomates espagnoles. Donc vous avez une incitation à acheter des tomates françaises et donc avoir une boucle plus locale dans votre mode de consommation. Alors sur le plan économique, il n'y a pas de doute. Sur le plan éthique, parce que finalement, ça veut dire que les personnes les plus aisées ont la possibilité d'acheter des tomates françaises ou bien alors de payer un surcoût dans le cas, par exemple, d'une activité plus polluante. Rappelez-vous que quand même, cette tarification carbone, elle va être payée par tout le monde. Comme exactement les ménages français payent aujourd'hui dans leur facture d'électricité le coût de l'éolien et le coût du solaire qui est beaucoup plus élevé que le coût du nucléaire parce qu'on a en France depuis une quinzaine d'années offert des prix garantis très élevés pour l'électricité produite par le photovoltaïque et l'éolien. Donc ça, les citoyens français ne s'en rendent pas compte, mais dans leur facture d'électricité, ils payent chaque année 8 à 9 milliards d'euros pour financer cela. Ils ne le voient pas. La taxe et ça, c'est payé par les pauvres comme par les riches. Hein. Et comme les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus pour leurs dépenses d'énergie, ce système-là, il est extrêmement régressif. Le système de tarification du carbone a cet avantage qu'il engendre un revenu fiscal qui peut être utilisé pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes à travers un chèque énergie ou un chèque inflation. Je ne sais plus le terme qui a été utilisé par le gouvernement récemment, mais c'est l'idée. On peut combiner la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les inégalités par une tarification carbone qui est justement redistribuée aux ménages les plus modestes. L'autre question qui se pose, c'est finalement de savoir si ça en vaut la peine de faire cela seul en France, en Europe, bref, de considérer que des petits pays comme les nôtres vont faire toute une série d'efforts qui ne seront peut-être pas suivis par les grands pollueurs de la planète. Alors Guillaume, je vais revenir au problème d'externalité. C'est le problème de toutes les externalités, c'est-à-dire que chacun...
aucun d'entre nous, nous avons un intérêt à faire l'effort parce qu'on porte 100% du sacrifice et 0% du bénéfice. Mais si chacun pense ça, eh bien, personne ne fera rien et rien ne se passera. Donc il faut, et la guerre mondiale contre le changement climatique, elle ne sera gagnée qu'en fédérant l'ensemble de l'humanité, les 200 pays, tous ensemble, pour réduire les émissions de CO2. Chaque pays pouvant dire, effectivement, moi je pèse 0,5% des émissions mondiales, donc je ne veux rien faire parce que de toute façon, si je fais quelque chose, ça ne changera rien. Oui, mais les Chinois ne sont pas d'accord parce qu'ils disent « vous avez transféré chez nous une partie de vos capacités productives, pour ne pas dire l'essentiel, et il est donc normal que notre pays pollue plus que le vôtre, où il n'y a que des activités... caricature évidemment, que des activités tertiaires. » Non, mais donc effectivement, on a eu une désindustrialisation d'Europe. Alors, elle n'est pas fondamentalement due à notre politique et notre ambition climatique. Elle est due au fait qu'il y a des différences de rémunération entre l'Europe et la Chine. Non, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, à un prix de 80 € la tonne de CO2 payée par les industriels européens, la Chine a un avantage compétitif qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que l'ambition européenne monte sur le climat et que la Chine, elle, décide de rien faire. Et donc aujourd'hui, dans le pacte vert européen, il y a l'idée qu'on va faire des ajustements aux frontières pour obliger les Chinois à intégrer aussi une tarification du carbone, notre tarification du carbone, pour tous les biens et services qu'ils voudraient nous exporter. Et donc c'est une stratégie en fait alternative au COP, qui est le plus petit commun dénominateur, puisque chacun a droit de veto sur la décision finale des COP. Ici, les économistes proposent une fédération, une union des pays et des régions qui sont ambitieux sur le climat, qui mettrait un prix interne du carbone uniforme et qui ferait payer des ajustements frontières à tous leurs partenaires commerciaux de manière à les inciter à atteindre la même ambition que nous. Alors, il y a une autre crise qui nous coûte très cher et qui, là aussi, mériterait peut-être quelques calculs économiques, c'est la crise du Covid. Christian Gaulier, on se rend compte des sommes faramineuses qui sont dépensées chaque jour à différents niveaux. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'économiste ? Alors c'est très intéressant, effectivement. Moi j'ai travaillé dès le mois de mars, dès le mois de février 2020 sur ce sujet. Au démarrage, je vous rappelle qu'on était dans une situation où les épidémiologistes nous disaient on va avoir en France jusqu'à 600-700 000 morts, parce qu'on disait la probabilité de décès en cas d'infection était de 1%. Donc 1%, si on voulait atteindre l'immunité collective qui était proche de 100%, il fallait que tout le monde soit infecté et que 1% de cette infectés décèdent. Donc, le principe de précaution, là, a joué à fond. Et donc, effectivement, on a fait un confinement extrêmement violent en France, beaucoup plus violent que dans la plupart des autres pays du monde. Et on a payé les prix économiques conséquents. Mais on a sauvé beaucoup plus de vies que dans d'autres pays. Est-ce que c'était la bonne stratégie ? Pour répondre à cette question, on a là à réfléchir. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer en termes de déficit public pour sauver des vies humaines ? En France, nous avons une valeur tutélaire de la vie humaine qui est de 3 millions d'euros. En France, le système public, les services publics évaluent, quand ils font des analyses coûts-bénéfices, ils évaluent les bénéfices en termes de vie gagnée à 3 millions la vie gagnée. Ce qui est d'ailleurs un élément qui a été utilisé pour dire, lorsque Macron réagit aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, dire nous n'allons pas réduire la vitesse maximum sur les autoroutes de 130 à 110 parce que finalement sur les autoroutes actuellement elles sont tellement en sécurité, il y a tellement peu de décès que la baisse de cette vitesse maximale sur l'autoroute a peu de bénéfices en termes de vie gagnée, et donc ça n'était pas intéressant par rapport aux coûts supplémentaires d'augmentation des durées de déplacement par rapport, par exemple, à la recommandation de réduire la vitesse sur les nationales de 90 à 80, où l'ensemble des coûts et des bénéfices, là aussi, l'augmentation des durées de déplacement, mais les vies gagnées, mais la valeur du carbone gagné, parce qu'en roulant moins vite, on émet moins de CO2, eh bien, quand vous faites l'ensemble, vous mesurez l'ensemble de ces impacts et que vous les monétisez avec une valeur de la vie humaine, avec une valeur carbone, vous atteignez un résultat qui est en net, les bénéfices sociaux sont supérieurs aux coûts sociaux, et donc le gouvernement français avait à l'époque décidé de réduire la vitesse au volant. Mais alors, ça, c'est une question qui est extraordinairement compliquée, parce qu'il y a le calcul des politiques, le calcul des économistes, le calcul des épidémiologistes, parce que les épidémiologistes considèrent que
une vie, sa valeur varie en fonction des âges, c'est-à-dire qu'il calcule en fonction du nombre d'années de vie perdues par une pandémie, ce qui veut dire que la vie d'une personne jeune et d'une personne âgée n'a pas la même valeur, Christian Gaulier. Ce sont des sujets éthiques. D'ailleurs, les 3 millions d'euros dans la vie humaine, c'est des questions qui sont de nature économique, parce qu'on peut regarder comment les gens eux-mêmes, qu'est-ce que les gens eux-mêmes sont prêts à payer pour réduire le risque de décès. Et on peut regarder, par exemple, à quelle fréquence ils remplacent leur pneu de voiture, qui est une des stratégies pour réduire votre risque de décès. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les bonnes probabilités qu'un pneu de voiture. Effectivement, enfin bon, il y a des informations implicites. On constate effectivement que les gens savent qu'en remplaçant plus souvent leur pneu, j'espère qu'ils savent, ils réduisent le risque de décès en voiture. J'ai oublié le fil de votre question. Oui, sur la question éthique de savoir est-ce qu'une valeur de la vie humaine à 60 ans est plus faible qu'une valeur de la vie humaine d'une personne de 2 ans, je serai très prudent pour vous répondre, parce que c'est à la fois c'est une question qui dépasse mes compétences d'économiste. C'est des questions qui sont de nature éthique, morale, qui sont des sujets de société. Mais alors, si c'était à refaire quand même, on se dit que le sous-investissement, par exemple, dans la recherche, si vous êtes d'accord avec cela, Christian Gaulier, nous a coûté extraordinairement cher, puisque on voit bien finalement qu'on a payé très lourdement à un prix, je ne sais même pas d'ailleurs si aujourd'hui quelqu'un est capable de le quantifier, cette pandémie de Covid. Je parle des choses qui sont directement quantifiables, pas du fait de savoir comment on peut quantifier les personnes qui sont décédées dans cette épidémie, celles qui ont aujourd'hui un Covid long, où là on a encore affaire à d'autres questions. Est-ce que ça ne prouve pas finalement que les politiques ne tiennent pas compte des coûts véritables de nos actions et des catastrophes qui peuvent se produire ? Écoutez, la démocratie, c'est de la dictature du court terme. Les générations futures ne sont pas là pour voter et pour avoir un poids politique qui influencerait les décisions des politiques. Et ça, c'est inhérent au principe de la démocratie. Mais c'est vrai que demain, c'est clair que nous aurons un débat, une fois cette pandémie terminée, nous aurons un débat sur la capacité optimale de lit de réanimation, par exemple. Est-ce qu'on a suffisamment dans le passé intégré la possibilité d'une pandémie pour déterminer s'il fallait ouvrir ou fermer des lits dans les hôpitaux? Ça, à nouveau, c'est des problématiques de coût-bénéfice. Un lit de réanimation inutilisé, ça a un coût pour la société. Mais par contre, quand il y a une pandémie, on en a fichtrement bien besoin pour ne pas confiner les travailleurs qui créent de la valeur sociale. Et il y a un point commun entre ce que l'on évoquait sur la lutte contre le réchauffement climatique et cette question du Covid, c'est finalement la fin d'un monde plutôt bon marché, parce que vous nous expliquez qu'il va falloir augmenter d'une manière ou d'une autre le prix de l'énergie. On voit probablement qu'avec cette question de la pandémie, il va falloir augmenter le prix d'un certain nombre de services. Vous évoquiez par exemple les lits de réanimation. Si le monde était rationnel, normalement, on pourrait peut-être imaginer qu'après cette pandémie, le système de santé soit mieux doté qu'il ne le fut dans le passé pour faire face précisément à ce type de catastrophe. Est-ce à dire, selon vous, Christian Gaulier, que un certain nombre de prix qui rentrent du domaine des dépenses contraintes, parce qu'on ne se fait pas forcément plaisir lorsqu'on finance un litre d'essence ou l'hôpital, ces dépenses contraintes vont s'accroître? Alors, contrainte, je ne sais pas. Si vous voulez, sur le long terme, quand vous augmentez le prix de l'essence, les gens achètent des voitures moins puissantes, plus légères. Sur le long terme, les gens se rapprochent de leur lieu de travail en termes de choix de localisation de leur habitation. Donc, sur le court terme, il y a des tas de contraintes liées au fait qu'on ne sait pas immédiatement réagir à des signaux prix. Mais ayons bien en tête que nos modes de vie, la façon dont nous vivons est intimement liée à l'ensemble des prix auxquels nous sommes confrontés, que ce soit le prix de l'énergie, que ce soit le prix de l'immobilier, que ce soit le coût des transports, etc. Donc sur le long terme, les économistes sont unanimes pour dire, regardez par exemple la différence du parc automobile entre l'Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, le prix de l'énergie a été depuis 40 ans essentiellement 2 fois plus faible que 2 fois moins élevé que
moi, qu'en Europe. Et la conséquence, c'est qu'aux États-Unis, on a des voitures extrêmement puissantes, extrêmement lourdes, qui émettent beaucoup plus de CO2 et qui consomment beaucoup plus d'essence. Voyez bien que sur le long terme, nous sommes influencés par les prix relatifs auxquels nous sommes confrontés. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aussi opérer un retour de la planification, ou puisque vous évoquez finalement le fait que nous avons une difficulté à sortir du court terme de cette dictature pour plein de raisons qu'on a évoquées, politiques, sociales, cognitives aussi en partie. Est-ce qu'il faudrait lutter contre cela, Christian Gaulier ? Alors effectivement, c'est un débat qu'on devrait avoir, qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Regardez effectivement les stratégies, les politiques qui ont été mises en place en France et en Europe depuis un certain nombre d'années. On a bien eu un prix du carbone sur le secteur de l'énergie et de l'industrie à travers ce mécanisme européen de marché de permis. Mais on a surtout mis en place des normes dans le secteur, des normes anti-pollution dans le secteur automobile, des normes dans le secteur du résidentiel, des normes d'isolation thermique des bâtiments, par exemple, donc qui sont des interventions publiques de type command and control. L'État commande et vérifie que ces commandes ont été effectivement effectuées, plutôt que de laisser les agents économiques s'adapter à un signal prix qui les forcerait à intégrer dans leur stratégie le coût réel de leurs émissions de CO2. Alors on est en train de refaire l'histoire entre une économie planifiée et une économie de marché, quelle est la bonne solution ? Bien entendu que la solution est intermédiaire, qu'il faudra combiner un signal prix avec un certain nombre d'interventions de politique climatique. Je vais vous donner juste un exemple. Dans le secteur du résidentiel, on sait bien que le signal prix du carbone ne va pas fonctionner super bien, parce que les locataires, ils n'ont pas vraiment la capacité de faire des modifications dans leur habitation pour être plus économes en énergie. Et en particulier, ils ont des difficultés, même les propriétaires, ils ont des difficultés pour repérer les bons artisans qui vont être capables de trouver la bonne solution pour mieux isoler leur logement. En France, on fait des subventions à l'isolation thermique des bâtiments, mais c'est un petit peu à l'aveugle, puisqu'on donne une subvention en fonction de la dépense, les résultats sont assez maigres, alors qu'en Allemagne, par exemple, on fait des subventions, et les subventions sont déterminées en fonction du résultat du gain thermique de l'habitation. Et là, on observe qu'en Allemagne, les résultats de ces efforts d'isolation sont beaucoup plus puissants en termes de réduction des émissions de CO2. Et je pense qu'il faut s'inspirer de ce type d'expérience. Est-ce que ça veut dire aussi que la liberté dont nous disposions, elle va être nécessairement réduite à l'avenir, parce que ça aussi c'est un risque en économie politique. On avait l'habitude de prendre des décisions dans des régimes démocratiques. La démocratie demeure, mais peut-être que les choix seront beaucoup plus contraints. Regardez la Convention citoyenne pour le climat, elle propose d'interdire, et des décisions ont été prises d'ailleurs dans cette direction, d'interdire les vols domestiques. Donc on est effectivement dans un processus à nouveau où on ne fait pas confiance aux gens et l'État va décider de qui doit faire quoi en termes de réduction d'émissions de CO2. Ça peut pas marcher. Ayons bien en tête que pour réduire nos émissions de CO2, il faudra actionner une myriade d'actions contrôlées par une myriade d'agents économiques qui vont devoir décider de prendre leur vélo, leur transport en commun plutôt que leur voiture. Ça, c'est pas contrôlable par l'État. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imaginer qu'on puisse trouver l'ensemble des bonnes solutions, des bonnes décisions, de pratiques de la vie courante des consommateurs et des producteurs à travers un État omniscient et omniprésent dans toutes nos dimensions de notre vie pour y arriver. Donc le prix du carbone est la bonne solution, en tout cas va dans la bonne direction, parce qu'elle aligne l'intérêt privé avec l'intérêt général, tout en laissant les agents libres. Et le mot liberté a quand même un sens encore dans notre pays, je l'espère. On l'espère tous. Liberté aussi d'aller vous entendre tout à l'heure à 18h au Collège de France, puisque vous allez y prononcer votre leçon inaugurale, Christian Gaulier. Et celle-ci a pour titre « Entre fin du mois et fin du monde, économie de nos responsabilités envers l'humanité ». Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous propose maintenant d'accueillir nos camarades Arnaud Laporte et Quentin Lafay. Et maintenant, Quentin, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous poursuivez votre récit des mutations du monde contemporain. Et maintenant, Guillaume, c'est maintenant avec une question. Ce matin, comment expliquer le retour dans nos villes des moutons, des bovins et des chèvres ? Dans quelques instants.